Vous étiez donc dans le cabinet du ministre de l'Intérieur de 2001 à 2002. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a été envisagée la mise en œuvre du programme de gouvernement du FP? Au cabinet du ministre de l'Intérieur, Maître Émile Bogadoudou, en 2001-2002, nous avons initié et fait voter des lois importantes qui sont issues du programme du gouvernement du Front populaire ivoirien sur lequel Laurent Gbagbo avait été élu en 2000. Nous avons initié l'une des lois les plus importantes, à savoir le transfert de certaines compétences de l'État aux collectivités territoriales. Ce qui a permis d'initier et faire voter la loi sur la décentralisation. Et cette loi sur la décentralisation a permis la mise en place des conseils généraux des districts et des conseils généraux des départements, qui était un volet important du programme du gouvernement du président Gbagbo, qui avait dit aux populations « Votez-moi et je vous rendrai le pouvoir ». Et avec la mise en œuvre des conseils généraux des districts et des conseils généraux des départements, les populations avaient le pouvoir de décision et ont permis pendant 2 ans de gérer leur département et leur district. Nous avons aussi, en 2002, initié et fait voter la loi sur le statut particulier donné au personnel de la police nationale, qui étaient des fonctionnaires comme tous les autres et à qui la loi a permis la militarisation de leur corps, avec tous les avantages liés à la carrière militaire. Enfin, nous avons initié et fait voter, et le président Gbagbo a fait voter la loi sur le statut particulier du corps préfectoral, qui sont des fonctionnaires de l'État, des représentants du pouvoir exécutif dans les conseils, dans les départements et dans les sous-préfectures. Et aujourd'hui, cette loi permet à ce corps particulier d'être à l'abri du besoin, mais aussi à l'abri des influences politiques et politiciennes de ceux qui détiennent momentanément le pouvoir d'État. Non, la commission électorale indépendante qui a organisé l'élection de novembre 2010 a été composée selon les dispositions pertinentes de l'accord de Pretoria. C'est suite à un blocage entre les partis politiques que le président Thabo Mbeki, médiateur de l'Union africaine, avait convoqué les acteurs politiques ivoiriens. Et pour régler la question de la CEI, pour laquelle les partis de l'opposition et les mouvements rebelles et armés souhaitaient intégrer la commission au même titre que les partis politiques et légalement constitués, le président Gbagbo, homme de paix, a estimé qu'il était important que l'ensemble des acteurs militaires et politiques qui étaient des acteurs de la crise ivoirienne soient partie prenante de la commission électorale indépendante. Ainsi, il a accepté que les partis qui le soutiennent et le pouvoir exécutif, notamment le gouvernement, soient minoritaires au sein de la commission. Donc, il y avait 9 partis politiques, 9 représentants des partis politiques et du gouvernement sur 31 membres. Le président Gbagbo Laurent avait 9 personnes qui lui étaient favorables et l'opposition politique et militaire avait les 26 membres, les autres membres. Donc, je répète, le président Laurent Gbagbo, homme de paix, a accepté à Pretoria que les partis politiques de l'opposition et les mouvements armés qui ont revendiqué la rébellion soient partie prenante et partie intégrante de la commission électorale indépendante. Il a donc accepté, lui, son parti et le gouvernement, il a accepté qu'il soit minoritaire. Ainsi, dans la CEI qui a organisé l'élection présidentielle d'octobre et novembre 2010, le président Laurent Gbagbo avait 9 personnes sur 31 personnes. C'est d'ailleurs ce qui justifie que
les différents présidents des commissions électorales indépendantes en 2005 puis en 2009 sont issus de l'opposition. Le président Mambé était un militant du PDCI, il est resté président de la CEI pendant 5 ans. Et puis, Bakayoko Youssouf était militant du PDCI RDA et depuis 4 ans, il est président de la commission. C'est parce que l'opposition armée et politique était majoritaire que la présidence de la CEI est allée entre les mains de l'opposition. Mais pour le président Laurent Gbagbo, c'était un gage de paix. Il fallait donner confiance, il fallait faire confiance. Et comme lui, il ne pensait pas qu'on puisse tripatuer des résultats d'une élection, parce que c'est le résultat qui est donné dans les bureaux de vote, qui est consolidé au niveau régional et au niveau national. Il n'a pas trouvé utile d'être ultra majoritaire dans une commission. Et malheureusement, cela a été exploité par les partis de l'opposition et les mouvements armés qui ont proclamé un résultat dans une chambre d'hôtel au quartier général du candidat. Voilà. Disons que la CEI, au regard de la loi, avait 3 jours pour proclamer le résultat provisoire. Cette commission n'a pas pu proclamer les résultats provisoires du 2e tour de l'élection présidentielle dans le délai de requis. Donc le président de la CEI a convoqué, après le délai, les 31 membres de la commission pour le lendemain, pour signer le procès verbal des carences et donner le relais au Conseil constitutionnel qui, au regard de la Constitution ivoirienne, est le juge définitif de l'élection. Donc, les commissaires sont arrivés, ils étaient dans la salle de réunion. Moi, j'étais le représentant du candidat Laurent Gbagbo auprès de la CEI pour la consolidation des résultats. J'avais été invité par le président de la CEI au regard des textes pour être présent au moment de la consolidation et la proclamation des résultats provisoires. Donc, j'étais dans la cour, les membres de la commission sont arrivés, ils étaient dans la salle, et puis le président de la CEI est venu 30 minutes après, au moment où on s'attendait à ce qu'il intègre la salle de réunion pour commencer les travaux, on l'a vu ressortir et il n'est plus revenu. Nous étions dans la salle quand on nous a appelé que sur France 24, une chaîne de télévision française, le président de la CEI était en train de proclamer un résultat. Disons, était en train de dire des chiffres. Parce que jusqu'à présent, les chiffres proclamés par le président de la CEI ne sont pas les résultats provisoires de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les résultats provisoires sont proclamés par la CEI au siège de l'institution, en présence des 30 membres de la commission centrale et des représentants des candidats. Les chiffres énoncés à l'hôtel du Golfe ne sont que des chiffres qu'une personne, président de la CEI, a énoncés devant une caméra étrangère. Sinon, ils ne représentent pas une décision administrative. Vous n'aurez aucun papier à la CEI qui proclame les résultats provisoires des élections présidentielles. Il n'y a aucun papier à la CEI. Voilà. Et c'est pour ça que nous continuons de croire, de dire que ce ne sont pas les résultats provisoires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la certification. La certification, contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas pour que le secrétaire général des Nations Unies ou son représentant en Côte d'Ivoire certifie des résultats. Non. La certification indique clairement que le secrétaire général des Nations Unies, à travers son représentant, certifie les étapes. Donc, l'ensemble des étapes du déroulement du scrutin doivent être certifiées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le secrétaire général des Nations Unies ou son représentant en Côte d'Ivoire devrait dire que les résultats provisoires énoncés par le président de la CEI ne sont pas les résultats provisoires parce qu'ils n'ont pas été proclamés au siège de l'institution. Ils n'ont pas été proclamés en présence des 30 autres membres de la commission centrale. Ils n'ont pas été proclamés en présence des représentants des candidats. Donc la procédure de publication des résultats provisoires n'ayant pas été respectée, je ne certifie pas l'étape de la proclamation des résultats provisoires. C'est exactement ce qu'il a dit au premier tour. Tant tel étant respecté,
alors je certifie l'étape des résultats provisoires. Puis après, je certifie l'étape des résultats définitifs faits par le Conseil constitutionnel. Et pour cette élection, pour ce deuxième tour, il a certifié, il s'est agrippé à des chiffres. Or, les chiffres sont de la compétence des structures nationales qui ont organisé le scrutin, notamment la CEI et le Conseil constitutionnel. Donc, il ne peut pas saisir ces chiffres-là, il ne peut que certifier une étape. Les résultats proclamés dans une chambre d'hôtel à l'hôtel du Golfe ne sont pas les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle. La CEI a des règles. Et la loi qui institue la CEI indique clairement que la CEI prend ses décisions au siège de l'institution. Donc, les résultats ont été proclamés en dehors de la CEI, dans une chambre d'hôtel du quartier général d'un candidat. Et la CEI elle-même a édicté le 13 novembre 2010 une note où elle-même indique que les résultats provisoires sont proclamés en présence de tous les membres de la commission centrale. Cette note-là, elle date du 13 novembre 2010. Les résultats, les chiffres énoncés par M. Bakayoko à l'hôtel du Golfe ont été proclamés en dehors des 30 autres membres de la commission centrale. Et puis enfin, la loi dit que la CEI proclame les résultats provisoires en présence des représentants des candidats. Moi, j'étais le représentant du candidat Laurent Gbagbo au deuxième tour et j'étais dans la cour de la CEI attendant qu'on m'appelle dans la salle de la commission centrale quand on nous a appelés pour nous dire que sur une chaîne de télévision française, France 24, M. Bakayoko Youssouf, dans une chambre d'hôtel, était en train d'énoncer des chiffres qu'il assimilait aux résultats provisoires. Et ce sont ces chiffres auxquels se sont adossés à la fois la communauté internationale, l'ONU, la France, la CEDEAO et surtout le certificateur des élections en Côte d'Ivoire, à savoir le secrétaire général, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, qui a certifié les résultats du premier tour. Cette fois-ci, il n'a pas certifié les résultats du premier tour, mais il a certifié les chiffres. Et il s'est adossé à des chiffres. Or, ces chiffres-là n'ont pas été obtenus selon les règles de l'art. La certification indique clairement qu'il s'agit de certifier les procédures qui permettent d'accorder un crédit aux chiffres. Et dans le cas d'espèce, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies aurait pu dire « Je ne certifie pas l'étape de la proclamation provisoire du second tour de l'élection présidentielle parce que ces chiffres ont été annoncés en dehors du siège de l'institution, ont été annoncés en dehors des 30 autres commissaires centraux et ont été annoncés en dehors des représentants des candidats. Donc, je ne certifie pas l'étape des résultats provisoires. Et ensuite, il devait certifier l'étape de la proclamation des résultats définitifs. Et c'est ce qu'il a fait au premier tour. Il a certifié la campagne, il a certifié les temps d'antenne, il a certifié le déroulement du scrutin et il a certifié les résultats provisoires et il a certifié les résultats définitifs. Et cette fois-ci, il a fait fi de tout et il s'est adossé à des chiffres qui ne sont pas crédibles parce qu'ils n'ont pas respecté l'ensemble des procédures édictées et qui constituent la certification. Le 11 avril a été extrêmement pénible. Moi, ministre de la Défense, j'ai été informé par le commandant supérieur de la gendarmerie de ce que des chars de l'armée française encadraient des rebelles du MPCI et faisaient mouvement vers la résidence du président Laurent Gbagbo. L'ensemble de nos dispositifs de défense avait été détruit par l'armée française elle-même du 4 au 10 avril. Et l'armée française était appuyée par les hélicoptères de l'ONUCI
Or, dans la résolution onusienne, c'est la France qui constitue une force d'appui de l'ONUCI, et non le contraire. Dans la mise en œuvre du dispositif qui a entraîné l'arrestation du président Laurent Gbagbo, c'est plutôt la France qui était en première ligne, et puis l'ONUCI jouait les encadreurs. Donc, c'est ce détachement de chars de l'armée française qui a encadré des rebelles du MPCI qui ont fait irruption dans la maison qui avait été bombardée pendant une semaine et qui a entraîné l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Comment vous avez reçu la nouvelle? Avec quel sentiment? Comment vous portiez-vous? Moi, c'était déjà difficile d'être responsable d'une armée qui, pendant 8 ans, était sous embargo et qui s'est retrouvée dans un état de nécessité. C'est-à-dire que vous n'avez pas préparé une guerre, vous n'en avez pas les moyens, parce que vous êtes sous embargo. Vous avez des hommes qui veulent combattre, mais les armes qu'ils ont ne suffisent pas. Et les munitions suffisent tout juste pour 48 heures de combat. Donc, on ne peut pas engager une guerre avec des munitions qui suffisent pour 48 heures de combat acharné. Donc, nous étions en état de nécessité, c'est-à-dire sur un état de défense. Nous sommes restés constamment en situation de défense et nous avons vu la France, l'ONUCI, la CEDEAO, des mercenaires, et bien sûr les rebelles du MPCI, bien renseignés, couverture aérienne de l'ONUCI et de la France, et de combattre une armée qui depuis 8 ans est sous embargo. Ils ont donc annihilé l'ensemble de nos dispositifs de défense. Et bon, mais nous étions impuissants. Nous étions impuissants. Le président Laurent Gbagbo est un homme de paix. Lui et moi, qui ai été son ministre de la Défense durant les 4 mois, n'avons jamais parlé de guerre. Il a toujours été question de contenir les rebelles et leurs alliés pour donner une chance à la paix, pour donner une chance à l'Union africaine, dans laquelle il était engagé comme voie de sortie politique de la crise. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais pensé un seul instant que pour une histoire d'interprétation des résultats d'une élection présidentielle qui est un conflit politique, on puisse en venir aux armes. C'est pourquoi il nous a demandé de maintenir les lignes de front afin de permettre une chance à la paix. Et vous avez remarqué, il a félicité l'Union africaine pour la décision qui a été prise de nommer un médiateur pour la mise en œuvre des décisions de l'Union africaine. Donc, jamais les forces de défense et de sécurité n'ont été en situation d'attaque. Elles ont été constamment attaquées, à la fois sur la ligne de front, qui a été érigée depuis 2002-2003, et sur le système de défense de la ville d'Abidjan, qui a été éprouvé jusqu'à ce que les rebelles arrivent et puissent prendre le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a toujours pensé que ce conflit allait finir par la négociation. C'est pour cela qu'il a demandé le recomptage de voix. Et quand il a proposé le recomptage des voix, les généraux Mangou et Kasarate sont venus me voir pour féliciter, pour me dire vraiment leur admiration pour le président Laurent Gbagbo, car il venait de choisir une solution politique devant un conflit non militaire. Donc, ils nous ont demandé de tout faire pour aboutir à cette solution politique. Malheureusement, l'adversaire qui avait un plan qui était différent a opté pour la solution militaire.
C'est la CEDEAO qui, très tôt, à sa première réunion, dès le 10 décembre, a opté pour le choix militaire pour la résolution de ce conflit politique entre deux frères d'un même pays. Et on ne peut pas régler la question de Laurent Gbagbo sans que la CEDEAO soit présente. On ne peut pas régler la question de Laurent Gbagbo à la CPI sans que l'Union africaine soit présente. On ne peut pas régler la question de Laurent Gbagbo à la CPI sans que la France soit présente et sans que le secrétaire général des Nations Unies, dont le représentant en Côte d'Ivoire a violé le mandat de certification, soit présent. Ban Ki-moon a fait du faux avec son représentant en Côte d'Ivoire et c'est à partir du faux, en certifiant un faux résultat, que la communauté internationale a été trompée et la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU se sont alignés sur un faux résultat qui a entraîné un conflit en Côte d'Ivoire. Si on juge Laurent Gbagbo à la CPI, il faut que chacun vienne répondre de sa responsabilité. Parce qu'au commencement, étaient ces institutions-là. Contre Laurent Gbagbo, votre ouvrage, vous avez comparé toute cette situation à l'époque soviétique, ce que l'armée soviétique avait fait à l'époque, à Prague en 1968, pour chasser Alexander Dubček. Et pourquoi avez-vous fait ce type de comparaison? Quand j'ai observé le rôle de la France depuis le début de la crise post-électorale avec le président français qui donnait des injonctions au président Gbagbo et que j'ai vu que la licorne, les forces françaises licorne en Côte d'Ivoire évoluaient en dehors de leur mandat parce que la licorne n'évolue que si l'ONU est débordée. Or, ici, c'est la licorne qui était en première ligne. Et je ne vous apprends rien. Le 3 et 4 avril 2011, la licorne est arrivée avec 4 Transvaal, avec 300 mercenaires entre griffes, mais 300 forces d'élite qu'on appelle la Légion étrangère, débarquées avec du matériel lourd sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et ils ont neutralisé le personnel de la tour de contrôle, ils ont installé leurs propres militaires et ils ont fait atterrir leurs avions et ils ont encerclé, mis dans une maison les gendarmes et policiers ivoiriens qui assuraient la sécurité. Et durant toute la période de bombardement de la présidente de la République et des sites sensibles de l'État, la France était aux premières lignes. Et c'est encore la France qui a encadré les rebelles pour prendre Laurent Gbagbo. Et cette image n'est pas différente de celle d'Alexander Dubček. La France est adossée à une résolution onusienne pour pouvoir faire sa sale besoin en Côte d'Ivoire. Et en 1968, à Prague, les troupes de Prague, du pacte de Varsovie, on a fait croire que c'était les troupes du pacte de Varsovie, mais elles étaient exclusivement composées des troupes de la Russie. Et pour enlever Dubček de son pouvoir, et avec le général Svoboda, ils ont pris l'exil. Et donc, cette comparaison montre que depuis que le monde a été divisé, après la Deuxième Guerre mondiale, chaque superpuissance gère sa zone d'influence comme elle veut. Mais alors, le président Gbagbo, à vous entendre, en croire en tout cas ce que vous venez de dire, homme de paix, a demandé le recomptage. Mais comment vous expliquez le fait que cela ait été quasiment refusé? Qu'est-ce qui, selon vous, a amené plutôt la communauté internationale à opter pour la guerre? Mais le président de Laurent Gbagbo, en homme de paix, a demandé le recomptage de voix. Parce qu'au moment où le conflit en Côte d'Ivoire s'est déroulé, le conflit politique d'interprétation des résultats du deuxième tour, en Haïti,
il y avait eu le même problème. Et l'ONU, à travers l'Organisation des États américains, avait accepté le recomptage de voix. Mais les critères pour que, et ça on ne le dit pas assez, les critères pour qu'un bulletin de dépouillement soit pris en compte après le vote, quand on a vu les critères qui ont été arrêtés en Haïti, on savait très bien que s'il y avait un recomptage de voix, le président Laurent Gbagbo allait remporter encore, allait être proclamé vainqueur. Parce que l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement de la zone nord détenue par les mouvements rebelles, on a vu que les représentants du candidat Laurent Gbagbo au premier tour, qui étaient les mêmes au second tour, avaient des signatures différentes. Tout simplement parce que, au second tour, après 10 heures, la matinée, tous les représentants du candidat Laurent Gbagbo ont été chassés des bureaux de vote de la zone nord. Donc, d'autres personnes sont venues signer à leur place. Donc, une comparaison simplement de la signature officielle du représentant sur un procès verbal, signature au premier tour qui est la même que celle sur sa carte d'identité, et celle du deuxième tour qui est différente, va invalider le résultat du bureau de vote. Donc, dès que le président Gbagbo a demandé le recomptage des voix, le même jour, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, déclare le recomptage des voix serait une injustice faite à M. Alassane Ouattara. Et personne n'indique quelle est l'injustice que pourrait causer un simple recomptage de voix. Quelle est l'injustice que pourrait causer un simple recomptage de voix? L'ONU, au regard de l'accord de Ouagadougou, est ampliataire de chaque procès verbal de dépouillement. Donc l'ONU sait très bien quels sont les procès verbaux qu'on doit prendre en compte en cas de recomptage et quels sont les procès verbaux qu'on ne doit pas prendre en compte. C'est pour ça que nous disons que l'ONU est acteur du conflit ivoirien. On ne peut pas résoudre la question ivoirienne. Surtout, on ne peut pas rechercher la vérité et mettre l'ONU et ses fonctionnaires de côté pour montrer que c'était un conflit ivoiro-ivoirien. Non, ce n'est pas un conflit ivoiro-ivoirien. Si on envoyait Laurent Gbagbo à ce pays, c'est qu'on veut la vérité. Alors si on veut la vérité, il faut que tous les acteurs soient là. Voilà pourquoi tout le monde a refusé le comptage des voix, parce que le comptage des voix a invalidé tous les bureaux de vote de la zone nord. Disons que le recomptage des voix allait avoir le même résultat que le résultat définitif proclamé par le Conseil constitutionnel ivoirien, qui, au regard des mêmes critères, a invalidé le vote dans certains bureaux de vote dans la zone nord. Un bulletin est valable qui répond à toutes les caractéristiques. On ne peut pas comptabiliser les voix si ce bulletin-là comporte des irrégularités. Or, les 3/4 des bureaux de vote de la zone nord avaient des irrégularités sur les bulletins. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel a vu pour invalider le vote dans ces localités. Tout à fait. Monsieur le ministre, le président Laurent Gbagbo est accusé, notamment par son armée, d'avoir créé, si on veut, des charniers. Déjà en décembre 2010, on parle de charniers par les ONG, qui parlent de charniers causés par des FDS. Vous, en tant que ministre de la Défense, vous avez eu une réunion avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Émile Guiroulou, et au terme de cette réunion, vous avez affirmé à la télévision qu'il n'y a jamais eu d'opération conduite contre des partisans de Alassane Ouattara. Est-ce que vous continuez de confirmer? D'abord, il faut indiquer que le président Laurent Gbagbo n'avait pas une armée. Le président Laurent Gbagbo, au regard de la Constitution, est le chef suprême des armées. Cela veut dire que l'armée ivoirienne n'est pas une armée autonome, mais elle doit obéissance au pouvoir civil établi. Et la hiérarchie militaire, après la proclamation des résultats définitifs, avait fait allégeance au président de la République, et non pas à Laurent Gbagbo. Donc, les troupes
qu'on appelle les forces pro-Gbagbo, en réalité, ce sont des forces de défense et sécurité ivoiriennes, des troupes républicaines qui obéissent au pouvoir civil établi. Et c'est le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire qui est la seule institution qui confère la qualité d'élu à un candidat aux élections présidentielles. Des ONG avaient accusé le président Laurent Gbagbo de charnier dès 2010. Mais plus grave, c'est l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a mis sur son site internet qu'il y avait des charniers en Côte d'Ivoire dans une zone que le gouvernement leur empêchait d'avoir accès à cette zone. Donc, un ancien député norvégien, Lars Ries, qui a été député au Parlement européen, il a été choqué qu'au XXIe siècle, il y ait des charniers sur une partie d'un territoire et qu'un État refuse à l'ONU d'y avoir accès. Il a payé son avion, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a demandé à ce que les autorités ivoiriennes, notamment le ministre de l'Intérieur, du président Laurent Gbagbo, l'autorisent à aller visiter les sites qui ont été indiqués par l'ONUCI. Il a été autorisé, encadré. Et il est allé à l'ONUCI pour prendre les agents de l'ONUCI pour dire allons sur le site, je viens d'obtenir les autorisations pour visiter les sites. Et l'ONUCI lui dit non, il n'y a pas de site. On nous a demandé de mettre ça sur Internet qu'il y a des charniers. Mais comment ça? Ce député norvégien, Lars Ries, a tellement été outré qu'il a fait une conférence de presse pour dénoncer cette cabale. Comment peut-on accuser le gouvernement du président Laurent Gbagbo de constituer des charniers? Et qui accuse le président Laurent Gbagbo, c'est l'ONU. Et l'ONU indique que non, il n'est rien, mais nous avons mis ça sur nos sites. Exactement comme les avions biélorusses, on a accusé le président Laurent Gbagbo d'avoir obtenu par la Biélorussie une livraison d'armes et de munitions. Et ça, c'est encore l'ONU. Lorsque la Côte d'Ivoire a protesté, que l'ONU a fait son enquête, il n'en était rien. L'ONU a préféré présenter ses excuses à la Biélorussie et non à la Côte d'Ivoire, qui, elle, avait protesté. Qui a produit ce rapport à l'ONU pour indiquer que le président Laurent Gbagbo et son gouvernement avaient reçu des armes? Est-ce que c'est un vrai rapport ou un rapport commandité? Si c'était un faux rapport, l'auteur du rapport a-t-il été sanctionné? Comment l'ONU fait une déclaration officielle sur la base d'un faux? Quelle est la procédure que le faux a empruntée? Et tous ceux qui sont au milieu de la procédure ont-ils été entendus par une enquête administrative de l'ONU qui a abouti à une déclaration fausse? Donc, sur la question des charniers, le président Laurent Gbagbo, encore moins son armée, n'avait les moyens de pourchasser des partisans d'un candidat dans les rues. D'abord, comment reconnaît-on les partisans de Ouattara dans les rues? Enfin, par quel phénotype reconnaît-on les partisans d'un candidat pour que les armes puissent être téléguidées dans la rue vers eux? Non. Nous étions en situation de défense. Nous étions constamment attaqués et notre problème, c'était de contenir l'attaque pour donner une chance à la paix. Et ça a été vraiment la seule stratégie. C'est pour ça que j'indique l'état de nécessité. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de contenir, de retarder pour que la discussion politique puisse aboutir. Donc, tous ceux qui ont accusé le président Laurent Gbagbo et l'armée ivoirienne d'avoir fomenté des charniers, l'ONUCI notamment, n'ont pas pu prouver les éléments de leurs accusations. Laurent Gbagbo et l'armée ivoirienne n'ont jamais constitué des charniers. Le 16 décembre 2010, les partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont appelé à l'installation d'un directeur général qui avait été nommé par eux à partir du Hôtel du Golfe. Pour le gouvernement du président Laurent Gbagbo, c'était une manifestation civile. Disons que les militants du RHDP
avait été invité à soutenir l'installation du nouveau directeur général. Le gouvernement, le président Laurent Gbagbo n'a pas pris de disposition particulière, autre que le maintien d'ordre habituel. Seul le ministre de l'Intérieur a été saisi par la hiérarchie habituelle pour déployer dans les quartiers d'Abidjan et autour de la RTI un dispositif de sécurité pour canaliser les manifestants. Voilà. Nous avons été surpris au cours de la journée que la plupart des manifestants étaient armés de gourdins, étaient armés d'armes à feu, étaient armés même quelquefois d'obus à l'intérieur des manifestations et s'en sont pris gravement aux populations, disons aux policiers qui encadraient les manifestations. Tous ceux qui sont morts ce jour-là, il y a eu des civils qui ont été blessés, mais il y a eu surtout des policiers qui ont été tués. Il n'y a eu aucun gendarme, il n'y a eu aucun militaire. C'est une des preuves que la manifestation est une manifestation qui relevait de la compétence du ministre de l'Intérieur. Il n'y avait pas, contrairement à ce qu'on avance, un déploiement des forces de défense. Non, il y avait un déploiement des forces de sécurité. Et ceux qui ont été tués par les manifestants armés étaient des policiers. Donc, le président Laurent Gbagbo et son armée, le président Laurent Gbagbo a demandé donc au ministre de l'Intérieur de contenir les manifestants et de les ramener dans leur zone. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. À Bobo, on a vu sur les chaînes étrangères que l'armée ivoirienne avait commis des exactions. Et à l'époque, vous étiez déjà intervenu pour infirmer ces propos-là. Est-ce que ça, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire 3 ans après? La gestion de la situation sécuritaire à Bobo a été très complexe dans la crise post-électorale. Pour la simple raison que très tôt, les forces de sécurité, et j'insiste encore sur le mot, les forces de sécurité, il s'agit des forces de police, ont été confrontées à une situation exceptionnelle, à savoir une guérilla urbaine. Une situation de guérilla urbaine a été constatée à Bobo dès fin décembre 2010. Des maisons habitées par les policiers sont incendiées, les domiciles des policiers sont incendiés, les personnes qui ont voté pour le président Laurent Gbagbo et qui leur sont proches sont tuées. Et nous avons assisté en décembre et en janvier à un mouvement massif des populations, des partisans du président Laurent Gbagbo, d'Abobo, vers les autres quartiers périphériques qui étaient plus sécurisés parce qu'il y avait une véritable guérilla urbaine à Abobo. Et les forces de sécurité ont été constamment agressées. Et la plupart, les 7 postes de sécurité que nous avons à Abobo ont été agressés. Et finalement, la police et la gendarmerie ont dû concentrer l'ensemble de leurs efforts dans un seul camp sur les 7. Et pour ne serait-ce que rester pour assurer une sécurité relative aux populations résiduelles. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, nous n'avions pas des éléments pour apporter une riposte à cette guerre asymétrique. Parce que dans la guérilla urbaine, nous ne voyons pas l'ennemi. Il est partout et nulle part. Il n'est pas en treillis forcément, il est en civil, il est confondu aux populations. Donc l'armée ivoirienne sous embargo depuis 8 ans n'avait pas les moyens pour pouvoir apporter une réponse à cette guerre asymétrique et à cette guérilla urbaine. Et ce qui a fait qu'elle a fini, l'armée ivoirienne, la police, on a fini par céder la commune d'Abobo aux rebelles
Parce que nous ne voyions pas les ennemis, mais ils nous faisaient tous les jours des victimes. Et beaucoup de gendarmes, beaucoup de militaires, beaucoup de policiers sont morts à Abobo. Ils sont morts à Abobo avec des armes redoutables que nous n'avons même pas dans notre armée régulière. C'est pour montrer la force de frappe qu'il y avait parmi les agresseurs à Abobo, qui étaient véritablement entraînés à s'en prendre aux populations urbaines, civiles et aux policiers. Voilà un peu ce qui s'est passé à Abobo. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que on parle d'une marche du 3 mars, elle était encadrée par eux. Nous n'avons jamais enregistré une demande de manifestation à Abobo en mars. C'est ceux qui avaient à Abobo à cette période-là qui ont encadré cette manifestation. Et le bilan de cette manifestation-là, c'est eux qui assument sur le bilan. Dans les chefs d'accusation également, on parle de l'attaque des marchés d'Abobo. Alors, les forces gouvernementales ne se trouvaient qu'au camp commando d'Abobo, qui était assez éloigné des marchés. Dites-nous, comment faisiez-vous, si c'est vrai, pour attaquer si loin? Il y a une chose qui m'a intrigué dans toutes les accusations qui ont été portées contre les forces de défense et sécurité, c'est la marche des femmes d'Abobo qui a été réprimée ou qui aurait été réprimée à l'arme lourde. Le président Laurent Gbagbo, dont le gouvernement avait programmé une manifestation le 8 mars pour célébrer la femme. Le 8 mars, journée internationale de la femme. Pour célébrer la femme à Yopougon-Figayo, le quartier populaire où il a obtenu près de 80% des voix. Quel intérêt avait-il, 4 jours avant, à faire tirer sur des manifestantes au menu? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Deuxième élément, ce qui m'a intrigué ensuite, c'est l'accusation de l'attaque des marchés. Mais un marché en Afrique n'est pas monocolore. Il s'agit d'un site où on trouve des populations qui se brassent pour acheter et pour vendre. Accuser une armée de tirer sur un marché, quelle est la cible projetée? Quelle est la cible projetée? Les armes ou les munitions font-elles la différence entre un militant de Gbagbo ou un militant de Ouattara sur un marché? À qui profite le crime? Ce qui est sûr, c'est que dès le lendemain de l'accusation, l'ONU a pris une résolution pour interdire l'usage des armes lourdes dans le district d'Abidjan. Le lendemain, les forces de défense et sécurité étaient attaquées sur toute la ligne de front. L'ONU a détruit toutes les armes lourdes des forces de défense et sécurité et les rebelles et les alliés sont rentrés à Abidjan comme du beurre. À qui profite le crime? Voilà mes interrogations. Monsieur le ministre de la Défense, une dernière question, une des dernières questions. Qui a ordonné une attaque? Est-ce que le président Laurent Gbagbo, président de la République, a ordonné à son armée, l'armée nationale, de reconquérir le territoire national après les élections, ou le 29 mars, que s'est-il passé exactement pour que le conflit éclate en guerre ouverte? Il n'y a pas eu de guerre ouverte en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'agression de l'État de Côte d'Ivoire par une bande armée de rebelles, appuyée par les forces de l'ONU et par la France,
et avec l'appui aérien de l'ONU et la France et les moyens logistiques du Nigeria. Les forces de défense ivoiriennes sont restées constamment sur leur position de défense. Et quand elles ne pouvaient plus tenir une position, elles ont replié. De la zone de confiance, elles ont replié jusqu'à Abidjan. Elles ont tenté de contenir l'attaque des rebelles et de leurs alliés à Abidjan, le temps de donner une chance à la paix. Comme elles ne pouvaient plus tenir ces positions, elles ont replié jusqu'au périmètre présidentiel. Et quand l'ONU a détruit avec la France tous les équipements militaires des forces de défense et de sécurité rassemblés autour du palais présidentiel, l'ONU a encore encadré les rebelles pour venir prendre le président Gbagbo. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un a ordonné. Les forces de défense et de sécurité ont été constamment en situation de défense de leur position. Elles étaient sous embargo d'armes et de munitions depuis 8 ans. Et vous ne pouvez pas demander à une équipe de football d'aller jouer un match international avec des paires de crêpes, sans crampons. Est-ce que vous comprenez? Voilà. L'adversaire est chaussé, vous n'êtes pas chaussé, et vous battez. Non, les forces de défense et de sécurité sont restées en situation de défense durant toute la durée du conflit. C'est ça, la vérité. Donc, on ne pouvait même pas contenir nos positions. Pourquoi on nous accuse d'avoir organisé une attaque pour aller où? Parce que quand vous faites une attaque pour aller, il faut maintenir la position avec les équipements que vous n'avez pas et progresser. C'est parce que les autres ont reçu des équipements qu'ils ont quitté leur position qu'ils avaient depuis 2003 et qu'ils sont venus jusqu'à Abidjan. Et prendre possession des villes, ils baissaient du matériel et des hommes et progresser. Alors, nous, on ne peut pas nous accuser d'avoir attaqué. C'est pour ça que dans le conflit ivoirien, si on veut la vérité, on l'aura. Mais la vérité, ce n'est pas une partie de la vérité. Voilà. Monsieur le ministre, pour terminer, dites-nous quel est votre sentiment sur ce que dit par exemple le DCC du procureur de la CPI, parlant de vous, qui, selon ce DCC-là, vous auriez rendu faisable la politique d'extermination des pro-Ouattara. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais préparé une guerre. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais cherché à faire une différence entre les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas demander de pourchasser les partisans de Ouattara dans les rues. On les reconnaît comment? C'est une question. La mise en œuvre de ce qu'on dit que les forces de défense et de sécurité ivoiriennes recherchaient les partisans de M. Ouattara dans les rues, quel est l'élément qui permet de reconnaître? C'est un élément important. Maintenant, nous avons le président Laurent Gbagbo qui n'a pas conçu de guerre pour la simple raison que on dit qu'il a nommé des proches. Et c'est avec ses proches qu'il aurait conçu un plan. S'il a conçu un plan avec des proches, quels sont ses proches? Si ce plan est conçu avec des gens, pourquoi, au moment de sa mise en œuvre, ces proches-là ne sont plus là où il faut réaliser le plan? Le ministre de la Défense, depuis 3 ans, depuis 2007, s'appelait Amani Nguessan Michel. Le ministre de l'Intérieur s'appelait le ministre Désiré Tagro. Le président de la République est élu, il forme un gouvernement, et les proches avec qui il aurait conçu le supposé plan sont remplacés. Moi, j'étais conseiller spécial du président Laurent Gbagbo, chargé des affaires politiques et électorales. Je me retrouve ministre de la Défense.
Si le président avait conçu un plan avec mon prédécesseur, il devait le garder pour la réalisation de ce plan. Mais il prend un conseiller électoral et le nomme ministre de la Défense. Il prend son ministre de la fonction publique, Émile Guillerou, et le nomme ministre de l'Intérieur. Donc, l'accusation de fomenter un plan depuis longtemps ne résiste pas à l'analyse des faits. Puisque les hommes supposés avoir conçu le plan avec lui sont écartés au profit des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Si bien que aucune instruction allant dans le sens de la recherche des partisans de M. Ouattara n'a été donnée à qui que ce soit, à aucune armée. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pour ça que nous disons que le président Laurent Gbagbo va sortir de la CPI. Parce qu'il n'a absolument rien fait en dehors du fait qu'il était le chef de l'État, le chef suprême des armées, le chef des institutions et le chef de l'administration. C'est tout. Mais là encore, il avait le pouvoir relativement à la constitution ivoirienne, puisqu'il a été proclamé vainqueur du deuxième tour de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel ivoirien réuni en séance publique et plénière, conformément à la Constitution. Il avait la plénitude du pouvoir. Et il a tout fait pour que ce pays ne connaisse pas la guerre. C'est pour ça qu'il a signé l'accord de Ouagadougou. Il a signé l'accord de Pretoria qui donne une CEI majoritaire dans l'opposition. Il a signé l'accord de Marcoussis. Et les rebelles n'ont jamais désarmé. Jusqu'à ce qu'ils orientent l'expression des suffrages des électeurs avec des armes et pourchassent les représentants de Laurent Gbagbo dans les bureaux de vote et permettent à M. Ouattara d'obtenir des scores soviétiques dans la zone nord. Voici ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Le président Laurent Gbagbo, durant la durée du conflit, veillait personnellement à ce que l'hôtel du Golfe, qui regroupait l'ensemble des leaders politiques de l'opposition et les militaires de la rébellion, il a veillé à ce que l'hôtel Golfe soit constamment alimenté en eau, en électricité, en gaz, en téléphone. Jamais il a demandé que la ligne téléphonique de l'hôtel du Golfe soit coupée. La connexion Internet, tout le dispositif de l'hôtel du Golfe est resté en place. Parce que pour le président Laurent Gbagbo, il y avait des Ivoiriens à l'intérieur de cet hôtel avec qui il avait une divergence d'interprétation des résultats d'une opération civile qu'on appelle l'élection. Donc, on ne peut pas accuser les forces de défense et de sécurité d'avoir attaqué un hôtel qui est alimenté en gaz, en eau, en téléphone, en électricité. On pourrait plus au moins couper le téléphone pour les empêcher de communiquer. Mais non, au contraire. Ils ont été alimentés en tout. Et même le personnel de l'hôtel du Golfe était régulièrement remplacé en situation normale. Ils allaient à la maison, d'autres revenaient. Pour nous, c'était une activité civile. Voilà. Donc, on ne peut pas accuser. C'est pour ça que la simulation de dire que les FDS ont tiré sur l'hôtel du Golfe ne résiste pas à l'analyse. L'analyse balistique va montrer plus tard s'ils ont tiré, pour voir si ces armes qu'ils ont trouvées dans les alentours de l'hôtel du Golfe émanaient vraiment des FDS. Est-ce que ces armes-là, ils sont dans le dispositif des FDS? Je note que l'hôtel du Golfe était surveillé par le bataillon de réserve de la FINUL, la Force des Nations Unies au Libéria. Chaque force des Nations Unies a un bataillon de réserve. Et l'ONUCI, au début du conflit, a demandé et a obtenu des Nations Unies que le bataillon de réserve de la FINUL, la Force des Nations Unies au Libéria, vienne sécuriser l'hôtel du Golfe. Donc, nous avions au moins 300 à 400 soldats onusiens qui encadraient et sécurisaient le périmètre du Golfe Hotel. Les militaires ivoiriens ont fait les grandes écoles. Ils sont formés au droit humanitaire. Ils savent ce que c'est que l'ONU.
C'est pour ça que nous sommes surpris que l'ONU ait organisé l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Donc, on ne peut pas accuser les forces de défense et de sécurité ivoiriennes d'avoir fomenté une quelconque attaque, là où les populations civiles ivoiriennes vivaient et sont sécurisées par les Nations Unies. Voilà ce que je veux dire pour la question. Merci. Voilà.